En pensant MMO free-to-play, on pense souvent en premier à des jeux asiatiques puisqu'il faut bien l'admettre, ces studios inondaient notre marché. On a déjà pas mal traité de ces jeux et je sais qu'il nous en reste encore beaucoup, mais aujourd'hui, je voulais faire une pause en parlant d'un jeu russe. Changer un peu de contexte et voir ce qu'il se produisait chez Nival lors de la création du MMO qui devait détrôner WoW. Comme tant d'autres avant et après lui, vous me direz. On n'est pas passé si loin d'une réussite, mais on en a l'habitude sur cette chaîne, un aspect revient toujours, saboter ces jeux dits gratuits. Si je vous parle de Gala Networks Europe, normalement vous pensez immédiatement à Dragonica, puisque Gala n'est autre que l'éditeur de Gpotato qui accueillait la version française du jeu. Eh bien, remontons jusqu'en mars 2009. Gpotato regorge de jeux et sa popularité semble être au beau fixe. Il y a 2 ans de cela, la société ne comptait que 2 salariés alors qu'aujourd'hui, on en dénombre bientôt 60. La plateforme se targue d'ailleurs de pas moins de 1,5 million de comptes créés, alors que Dragonica va bientôt y rejoindre les MMO disponibles, aux côtés de la bêta toute récente de Street Gears ou d'autres titres populaires tels que Rappels ou encore Flife. Mais avant cette fin d'année 2009, Gala annonce qu'un 3e MMORPG va rejoindre son portail. Pour l'instant, on le nomme Project Shards, et on souhaite surtout mettre en avant son développement occidental face à tous ses camarades venant habituellement d'Asie. Ce n'est qu'un mois plus tard que Gala révèle que Nival Online, un développeur et éditeur russe, se trouve derrière ce nouveau titre. Si vous êtes assez vieux, ou bien assez passionné par l'univers des CRPG, vous reconnaîtrez peut-être au nom qu'Alods Online est adapté de la série des Alods, plus connu sous le nom de... Ah là là, Heroes of Might and Magic, Nival ils ont bien flairé l'opportunité quand ils ont signé le 5e opus lorsque la licence est passée chez Ubisoft. Faire un MMORPG dans le monde de Might and Magic, c'est pas si déconnant pour Nival qui avait déjà introduit un mode multijoueur dans ce premier épisode de la saga, pour le coup en full 3D. Imaginez l'affiliation à Might and Magic, c'est une des licences du RPG. C'est gentil de passer faire coucou, Jaden, mais non. Genre, Nival, ils ont fait... Oui, Everlords, c'est une petite perle du RPG signée par Nival en 2 opus, c'est pas très connu chez nous en France. Ça a été un petit phénomène en Europe de l'Est, une espèce de RPG tactique à la Heroes of Might and Magic justement, bien old school avec une direction artistique magnifique, 2 campagnes, côté bien et côté mal, avec un monde divisé en 4 factions. Mec, ça a l'air super cool ton jeu là, mais c'est toujours pas le bon. C'est quoi de Nival alors? Evil Island? Genre le vieux RTS RPG super dur là? Il me semble pas que ça soit sorti en dehors de la Russie tellement c'est pas ouf en plus. C'est Rage of Mage, le nom occidental d'Alods. Rage of Mage. Ok. Maintenant, tu peux prendre le temps d'étaler ton savoir sur la série si tu veux. Étaler ton savoir, je te jure, la meuf qui fait de la charge en russe. C'était cool de te croiser. On se recapte, hein? L'annonce de la version en ligne est faite en grande pompe, le surnommant déjà le premier MMORPG AAA gratuit. Fantasy et Space Opera se rejoignent dans le premier MMORPG AAA gratuit développé par l'équipe à l'origine de Heroes of Might and Magic 5 et revendiquant le plus important budget de développement de l'histoire du jeu vidéo en Russie. Avec plus de 12 millions de dollars de financement, Alods Online représente le budget le plus important de l'histoire du jeu vidéo en Russie. Le jeu a récemment reçu le titre de meilleur jeu online et l'équipe de Nival Online celui de meilleur développeur, lors de l'édition 2008 de la Russian Game Developer Conference. Nous avons réuni les meilleurs éléments des MMORPG fantastiques avec tout ce qui fait l'excellence de la science-fiction et du genre space opéra, aboutissant à des combats épiques entre les énormes navires astraux. Nous pensons qu'Alods Online aura un impact majeur sur l'industrie du jeu vidéo en ligne en Occident, en démontrant qu'un jeu de grande qualité peut aussi être gratuit, offrant ainsi aux joueurs une alternative parfaite au MMORPG à abonnement. Pour parler d'Alods Online, il faut qu'on parle d'Alods et de ceux qui l'ont créé. Nival est fondé en 1996 par Sergei Orlovsky, un ancien étudiant de la faculté de mathématiques et de cybernétique de l'université de Moscou. Il a grandi au nord de la Russie dans un environnement difficile, préférant donc les univers virtuels à sa réalité. En 1998, sa société Nival publie le premier Rage of Mage, un jeu de rôle et de stratégie en temps réel sur PC. Et c'est là que pour vous parler de la réception du jeu en France, je peux tirer une larme de nostalgie à tous ceux qui ont connu les premières versions de jeuxvideo.com. Le jeu avait reçu une note tout à fait honnête de 16 sur 20 de par chez nous. En résumant, Rage of Mage est un très bon RPG en temps réel. Si vous aimez l'ambiance moyenâgeuse, les histoires de chevaliers et de magiciens, vous ne gaspillerez pas votre argent en misant sur ce soft de monolithe, auquel je suis rapidement devenu accro. Mais aussi passionné de CRPG que vous soyez, je ne vous en voudrais pas de ne pas le connaître puisqu'il a été nommé dans la catégorie meilleur jeu auquel personne n'a joué, de Game Post en 1998. Et en plus, il a perdu. Ouais, il n'empêche que selon les médias russes, on considérait alors ce jeu comme le premier jeu russe de niveau mondial. Bon, le premier après Tetris, il est vrai.
Un an plus tard, en 99, une suite voit le jour. La particularité, c'est qu'un mode multijoueur est implémenté pour permettre des combats en arène jusqu'à 16 joueurs, associé à un éditeur de cartes pour que les joueurs puissent laisser libre cours à leur imagination et partager avec la communauté leurs créations. Nival commence à avoir une certaine renommée en Russie, et la production de jeux s'enchaîne. En 2002, le studio s'essaye même au développement de jeux consoles, comptabilisant une centaine d'employés et 2,5 millions de jeux vendus en 2003. Puis en 2005, le groupe américain Enerone rachète Nival. Les employés, eux, restent concentrés sur un petit jeu que vous connaissez peut-être, nommé Heroes of Might and Magic 5. En 2006, la presse russe note la création d'une société, Nival Online. La série des Allods y étant particulièrement populaire, on se questionne sur la possible arrivée dans l'univers des jeux en ligne. Une interview avec un des membres de l'équipe l'année suivante révèle l'envergure du projet. Les autres MMORPG populaires sont scrutés, mais l'équipe souhaite avant tout plaire à l'audience russe. World of Warcraft mène déjà leur marché, et Allods Online a pour ambition de surpasser le maître. L'équipe développe son propre moteur de jeu pour répondre aux besoins spécifiques du titre. En 2008, Nival révèle qu'une conférence de presse va se tenir à l'occasion de la GDC et que les visiteurs pourront voir de leurs propres yeux où en est le MMO. Et c'est là qu'on reboucle avec le début de cette vidéo. Le premier teaser officiel est publié et la bêta fermée est annoncée pour l'été 2009. En mai, Nival Online et Galanet signent un accord pour les droits de publication en Occident. C'est à ce moment qu'Allods Online gagne son titre de premier MMORPG free-to-play AAA, créé hors Asie et publié aux US. Le 1er octobre, la bêta ouverte est annoncée avant que le jeu ne sorte officiellement le 15. Et à partir de là, Allods Online semble être en bonne voie en Russie. Il gagne le prix du meilleur jeu et le prix du public lors de la GDC russe de 2009. Côté français, on est un peu plus méfiant quant à ce free-to-play à gros budget. Les free-to-play ont beau être populaires, on les voit souvent comme des jeux plus modestes comparés à leurs grands frères à abonnement. Et surtout, on les associe toujours à des cash shops abusifs. Dragonica et Allods Online sont des projets extrêmement ambitieux et nous sommes confiants qu'ils auront un impact majeur sur l'image des jeux en ligne gratuits et sur l'industrie du MMO dans son ensemble. Notre but est de fixer un nouveau standard de qualité pour les MMO gratuits, une référence sur laquelle il faudra compter pour de nombreuses années à venir. De par nos contrées, la première bêta test a lieu en novembre 2009. Beaucoup de joueurs comparent d'ores et déjà ce nouveau MMO à WoW. Le style graphique est similaire et l'univers repose sur deux factions, la Ligue et l'Empire. Sujet qui fait un peu jaser lors des annonces. Allods Online est empreint de la patte mature des Russes de Nival, voire un peu trop au goût de G-Potato qui a rhabillé certains monstres ou s'est refusé à estampiller sous son label certains artworks du studio russe, jugés trop peu en adéquation avec l'image familiale du portail de MMO free-to-play. Le choix de Gala semble alors être mis en lien avec la sortie récente de Runes of Magic, un free-to-play qu'on présentait déjà comme un clone de WoW. Une bêta ouverte prend place à partir du 16 février 2010 et, dès le lendemain, on annonce un nouveau serveur francophone pour répartir tous les joueurs. Mais notons une chose tout de même que j'ai pu valider grâce aux commentaires de l'époque. Il n'y avait pas de cross-server et cette décision a été prise en pleine vacances scolaires. Or, les vacances, c'est toujours un moment qui voit débarquer un pic de joueurs sur les jeux en ligne. Donc, diviser la communauté sur 2 serveurs, ça signifie aussi risquer que les joueurs trouvent moins de compagnons de jeu quand l'affluence diminuera. Ajouter aux joueurs saisonniers tous les curieux qui profitent du lancement de la bêta pour tester et ceux qui fuiront lors de l'ouverture du cash shop. Et vous risquez un sérieux déséquilibre. Vous avez bien entendu la possibilité de fusionner vos serveurs après coup, mais ça envoie toujours un mauvais signal à votre communauté. Autre point spécifique à Allos qu'on peut évoquer, un même compte sur un serveur ne pouvait pas créer de personnages dans les 2 factions. Certains joueurs étaient donc ravis à l'idée de 2 serveurs français, leur permettant de tester les 2 factions sur un seul compte. Mais dès juillet, une annonce de mise à jour fait rouspéter les joueurs. Les joueurs ont découvert un gameplay considérablement durci, imposant peu ou prou le recours à la boutique, du jeu free-to-play. Peu apprécié, les changements suscitent la grogne des joueurs depuis quelques semaines, qui affirment déserter en masse le MMORPG de G-Potato. De son côté, l'exploitant explique le vide des serveurs notamment par les longues périodes de téléchargement du patch, retardant les retours in-game, avant de concéder l'impopularité des changements. La 8e version du jeu y introduit le fameux cash shop, tant redouté des joueurs de free-to-play. Beaucoup espèrent encore pouvoir apprécier le MMO en y mettant l'équivalent d'un abonnement, soit 13 ou 14 € par mois. Au vu des retours joueurs, la Vélite a sciemment modifié des consommables et autres pour rendre le cash shop quasiment nécessaire. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout au goût de tous. Plusieurs joueurs pèsent de ne plus parvenir à tuer d'ennemis seuls, de devoir utiliser des objets payants pour certaines instances et plaignent même les nouveaux joueurs qui vont devoir monter un personnage dans ces conditions. On cite aussi beaucoup le cas des Russes qui ont envahi les serveurs anglais à leur ouverture pour fuir le cash shop déjà implémenté chez eux. Bref, les postes de plainte se multiplient sur les forums officiels et les joueurs cherchent déjà d'autres MMO plus accueillants. C'est le mois suivant que le producteur de la version européenne d'Allods tente d'apaiser les joueurs. Mais le mal a été fait et d'anciens joueurs sont surpris de constater à leur connexion que des zones auparavant fortement peuplées sont à présent désertées. Le producteur se veut pourtant rassurant, en affirmant en septembre que le nombre de joueurs est loin d'avoir diminué, puisqu'on envisage même d'ouvrir un 3e serveur français.
Bonne nouvelle au milieu de toutes ces mises à jour controversées, Allods sort officiellement de sa bêta le 11 mai 2011. À cette occasion, les joueurs tentent de rassurer ceux dégoûtés par le cash shop en affirmant que l'achat d'objets n'est plus essentiel au jeu. Avec la sortie officielle, le producteur annonce même que les dégâts et soins d'origine sont de retour, sans avoir besoin de recourir aux objets du shop. Le problème, c'est que quantité de joueurs n'avaient même pas compris que le jeu était encore en bêta. Souvent, le passage en bêta ouverte équivaut quasiment à la date de sortie d'un MMO. Ici, Allods est resté plus d'1 an en bêta, mais les joueurs qui testaient le jeu pendant ce temps ne notaient pas des « Ah, ouais, ça va pas, mais le jeu est pas encore sorti, donc je reviendrai voir plus tard ». Non. Les joueurs ont testé, ont été dégoûtés par le cash shop et beaucoup n'ont pas pris la peine de suivre tous les changements pour redonner sa chance au titre. Allods a donc beau être de nouveau jouable sans trop d'achats, nombreux sont les joueurs qui en gardent un goût amer et qui ont migré sur d'autres jeux tels que Rift. Le pire dans l'histoire, c'est que les serveurs russes avaient déjà essuyé les pots cassés et les joueurs redoutaient la V8. C'est donc fou que malgré tout ça, Gpotato et Nival se soient entêtés à faire passer les serveurs américains et européens par les mêmes péripéties. Les déconvenus s'enchaînent pour Allods, comme en Chine où le jeu se fait bloquer. Selon la presse locale, le blocage vient des autorités chinoises qui n'ont hypothétiquement pas apprécié le mariage possible entre deux personnages du même sexe. Le sang et les bikinis en mithril de tank, c'est une chose, mais deux hommes qui se marient? Bloquez-moi ça. Bonne nouvelle qui nous vient des serveurs russes en novembre 2012. Suite à une demande de la communauté, l'éditeur a décidé d'ouvrir un serveur pay-to-play. Assez cocasse, alors que tout le principe du projet Allods, c'était de révolutionner le monde des MMO en proposant un free-to-play de qualité. Les Européens suivent un an plus tard en ouvrant un serveur à abonnement. À l'occasion, on envisage de fusionner tous les serveurs européens pour rassembler les joueurs. Ouais, j'ai pas trouvé de news parlant d'un ajout d'un troisième serveur comme l'évoquait le producteur en septembre 2011. Sauf que les Français rouspètent. Toutes nos communautés semblent maintenant vibrer à l'unisson aux perspectives d'union. Toutes? Non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours. Vous connaissez toute cette référence, il se trouve qu'en effet, là où nous anticipons le plus de réticences, c'est en France. Il est paradoxal qu'un pays avec tant d'implications diplomatiques et dont les expatriés jouissent d'une si bonne réputation, soit aussi peuplé par les plus prompts à l'effroi, d'aller au-devant d'autrui. Que cela ne tienne, si tel est leur désir, nous les laisserons dans leur enclave. Nous et notre réputation impeccable. Le tant attendu serveur à abonnement est mis en ligne le 3 octobre 2013. Pour un mois d'abonnement, les joueurs devront débourser 10 €, avec des offres de lancement disponibles pendant quelques jours. Notons qu'en 2013, Webzen a racheté Gpotato et que, ce faisant, les serveurs européens se sont retrouvés gérés par la maison mère de Nival, Mail.ru. Mais le mal a été fait. Les joueurs prêts à tester le serveur payant sont contraints d'abandonner à cause du manque d'autres joueurs en ligne. C'est dur de se fier aux ressentis laissés par des joueurs sur de vieux articles. Mais quand une annonce d'extension en 2016 débute par « Si Allods Online ne compte plus que peu de joueurs en Occident », je pense qu'on peut reconnaître l'échec du jeu. L'échec en Occident, et sûrement pas en Russie. Comme le rappelle une interview de 2019, avec le groupe exploitant à présent Allods qui confirme que les MMO restent la première source de revenus en Russie. Si Allods est déserté chez nous, il continue donc à recevoir des mises à jour conséquentes pour suivre l'évolution des serveurs russes. Sur la version Steam, on a très peu de joueurs qui se connectent. Même si vous remarquerez un pic soudain à 1000 joueurs en juillet dernier. Mise à jour majeure? Période de communication accrue? Non, c'est des bots. À moins que, quand vous lanciez un MMO, vous ne vous passiez de tout sommeil pour rester connecté H24. Du coup, c'est des bots. Mais rappelons que le launcher peut être directement téléchargé depuis MyGames. Toujours sur Steam, des avis plutôt positifs se sont accumulés. On va voir si on se range avec eux. Si jamais vous voulez explorer avec moi d'autres MMO obscurs encore en ligne, abonnez-vous et partagez la vidéo pour ne pas rater nos prochaines aventures. Donc, ça vous dit de découvrir le premier MMO AAA gratuit? Sarnaute était une planète divisée en plusieurs continents sur lesquels prospérèrent et disparurent de nombreuses civilisations. Jusqu'au jour où eut lieu le grand cataclysme. Il détruisit l'entièreté de la planète, la disloquant et envoyant ses morceaux flotter dans l'astral. Une substance mystique destructrice entourant l'espace où la planète se tenait auparavant. Les îles ainsi formées furent baptisées Allods. Au cours du temps, deux alliances se formèrent, la Ligue d'un côté et l'Empire de l'autre. Ces alliances unirent leurs forces pour combattre un flot de démons qui ne cessait d'apparaître sur leur terre. Mais la surpopulation devenait un réel souci, dû à l'effritement des Allods. Lorsqu'un nouvel Allod fut découvert, les inimitiés du passé s'enflammèrent et la guerre reprit. Attention, les joueurs et ex-joueurs de Allods, ça va être à vous.
Je ne vais faire qu'explorer les premières heures de jeu en totale découverte, donc je vous laisse vendre le reste du contenu. À vous de présenter les moments les plus emblématiques que vous avez vécus, vos meilleures anecdotes, les bons conseils que vous auriez aimé avoir à vos débuts et les trucs chiants à éviter. Ou pourquoi ne pas laisser votre vieux nom de personnage et celui de votre guilde. Le monde des MMO est parfois étonnamment petit. Pour jouer à Allods, on va passer par la version Steam qui, comme à l'accoutumée, nous ouvre le launcher dédié au jeu. Mais ne vous inquiétez pas trop, on n'a que 14 Go à rattraper. Le choix du serveur est un peu plus basique. On choisit ici entre le fameux serveur à abonnement et celui free-to-play. Le seul problème que cela peut poser étant que la faible communauté de joueurs se retrouve séparée. Non, excusez-moi. Un autre problème que je constate sur cet écran... Où est le menu d'options ? Ce serait pas mal de pouvoir passer en plein écran tout de même ? Bon, nous on RP joueur qui n'a pas 10 € à mettre sur un jeu en ligne. Donc on part sur le serveur gratuit qui a priori a une plus forte population en plus. Côté race et classe, sur Allods, on est plutôt bien pourvu. Je vous rappelle que de la même façon que WoW, on a deux factions qui s'affrontent. La Ligue, représentée par le fond bleu, et l'Empire par le rouge. Dans ce cas, vous vous demandez à quoi correspond le vert. Pris en sandwich entre les deux ? C'est les pandas. Les Prydiens ainsi que les Aoidoi n'ont pas de faction prédéfinie. Les Prydiens, aka les Furies, ont d'ailleurs leur propre zone de départ, comparée aux membres des deux factions qui débutent tous par le scénario solo de leur faction. Quant aux Aoidoi, je sais pas. Ils sont loqués donc je peux même pas les preview et au vu du message, j'en déduis que c'est une classe disponible uniquement une fois un premier personnage bien avancé dans le jeu. Bref, en face de ces 8 races, on a 11 classes. Certaines races peuvent toutes les jouer, d'autres n'ont qu'un choix limité. Mais ce qui est drôle, c'est que chaque race donne un nom différent à ses classes. Par exemple, les Canyons ont des druides, les Gibberlings des animistes. Les Prydiens des trappeurs, les Xadaganiens des maîtres chasseurs et les orques des chamans. Autre point intéressant, les membres de la Ligue représentent les personnages assez classiques d'un jeu de rôle fantaisiste avec ses elfes et ses mascottes mignonnes, tandis que l'Empire représente la faction plus cruelle avec ses machines et ses orques. Quoi qu'il en soit, des deux côtés vous aurez des races intéressantes et peu communes. Les Gibberlings, côté Ligue, qui sont 3 personnages que vous contrôlerez pour combattre. Et les Arisen, côté Empire, qui semblent être des sortes de morts-vivants robotiques. Vous noterez d'ailleurs que, fait rare, la version féminine des Gibberlings n'est pas davantage sexualisée que son homologue masculin. Assez rare pour le faire remarquer. Dans tous ces personnages, les humains sont les seuls à pouvoir jouer toutes les classes. Et malheureusement, des classes annoncées en plaques semblent davantage porter du tissu sur leur preview. De mon côté, pas le choix, je suis obligée de partir sur maître chasseur. Vous comprenez pourquoi. De plus, cette classe attaque, mais peut aussi soigner et soutenir. Donc je me dis que pour une joueuse solo, ce sera pas de trop. L'écran de création de personnages est somme toute basique, avec quelques choix pour le visage ou les cheveux sous forme de liste. Ouais. Mais le jeu se rattrape avec la possibilité de nommer mon bébé chien, ce qui affichera son nom à côté du mien en jeu. Giga cool. Et je suis à peu près sûre de n'avoir jamais lancé ce jeu, donc... Comment ça, mon pseudo est pris ? Ok. Hein ? Bon. Adieu le cuir. Ah, et on a enfin accès aux options. Je peux entre autres choisir la qualité du ciel qui, par défaut, étant nécrose astrale. Non mais, j'ai déjà parlé des joueurs PC et de leurs noms de réglage qui sont là juste pour m'emmerder. Maintenant que tout est en place, nous voici plongés dans le monde de Lods Online. Attention, l'Invincible a été attaqué par les navires de la Ligue. Tous les officiers à vos postes, immédiatement. Premier point appréciable sur Allods, on débute son aventure dans une instance solo dédiée. Ça, je valide. Et je l'ajoute à ma liste des features que je veux dans tous mes MMO. Débuter dans un mini-scénario mis en scène qui apprend les concepts de base tout en vous balançant une séquence épique dans la tronche, ça peut que donner envie de voir la suite. Bon, le point un peu plus chiant, c'est qu'il faut le faire d'une traite. Tout décès ou déconnexion forcera le joueur à recommencer le scénario du début. Et tout de suite en arrivant, c'est en entendant ça que je me suis dit que l'histoire allait être chouette. Profitez-en bien tant que ça dure. Comme vous êtes de braves petits et n'avez pas sauté la première partie, vous aurez noté que comparé à nos habituels free-to-play asiatiques, Allods nous vient de Russie. Le jeu a une vibe futuriste steampunk, plus que l'habituel setup fantasy. On aime ou pas, mais au moins ça change. Dans le scénario côté Empire, on est actuellement dans un vaisseau en plein astral qui se fait attaquer. En tant que nouvelle recrue, je rejoins mon supérieur qui m'équipe pour que je rejoigne les escarmouches. Mais avant ça, une de mes supérieures me demande de me droguer. On va dire qu'on rentre vite dans le sujet. 2 quêtes rendues plus tard, je gagne un niveau. On rentre très vite dans le sujet. Se lance ma première attaque. Bon, moi je fais une vidéo, donc je m'arrête, masque l'interface et attends pour capturer un plan. Est-ce qu'on peut parler de l'animation idole en combat de mon perso du coup ? Non ? Ok. Pour ceux qui sont gênés par la tenue d'écolière, je vous rassure, on l'abandonne très vite pour passer sur du cuir et une culotte. Mais pas le temps de s'y attarder, nouveau niveau. Et comme je suis une petite nouvelle, probablement perdue dans ce bateau couloir, le jeu a l'amabilité de me faire apparaître de bonnes grosses flèches en direction de mon objectif. D'autant plus que je suis bien trop rapide pour la zone de tuto qui a décidé de bloquer ma barre d'XP. Et ça y est, le moment que vous et moi attendions avec impatience. L'invocation de Choco. On m'a menti sur le modèle ?
On est d'accord? En attendant, on a repoussé l'ennemi et le vaisseau est sauvé! Oh. Après toutes ces péripéties qui semblent n'être qu'un rêve, j'ai le droit à un petit séjour au spa pour me remettre de mes émotions et surtout, finir mon apprentissage du jeu dans une zone n'étant plus instanciée. Pendant toute cette partie solo, vous aurez eu l'occasion d'apprécier l'interface plutôt semblable à celle de World of Warcraft. Personnellement, c'est pas pour me déplaire puisque je considère WoW comme un bon jeu. Ce qui diffère de son grand frère cependant, c'est que sur Alods, vous disposez de déplacements automatiques. En appuyant sur cette petite boule de laine, votre personnage se déplacera seul jusqu'à l'objectif actuel de votre quête. On pourra alors débuter un débat sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose d'avoir de l'autopaf dans un MMO? Ok, mettez sur pause et donnez votre point de vue en commentaire, puis je vous donne le mien. C'est bon? Vous avez pas triché? Ok. De mon point de vue, du déplacement auto dans un jeu vidéo, ça prouve juste que vous avez foiré votre carte ou votre design. Que des vieux joueurs pourraient s'exclamer « Mais si tu veux pas utiliser l'auto, il suffit de lire les quêtes attentivement et de suivre les indications !» Ce qui est factuellement faux. Toutes les quêtes n'indiquent pas l'emplacement précis de leurs objectifs. D'autant plus quand la quête prend place dans une ville dense. Vous verrez. Mais en même temps, c'est compliqué de faire sans autopaf et ça peut vite devenir frustrant quand vous avez une ville étendue sur plusieurs niveaux et que la carte ne propose pas de cliquer sur des lieux ou des sorties de ville pour passer sur leur carte. Dans la capitale de l'Empire, il y a des égouts. Et c'est soit vous scrutez la carte jusqu'à en trouver l'entrée, soit vous cliquez sur l'autopaf. D'autant plus que même en suivant la quête vers laquelle vous souhaitez vous rendre, il n'y a pas d'indicateur sur la boussole pour savoir quelle direction suivre. Bref, on ne sera pas tous d'accord sur le sujet puisque ça fait gagner pas mal de temps de laisser sa monture vous porter aux objectifs. Mais certains aiment le concept, d'autres non. Une autre feature qui va parler aux joueurs de MMO, c'est l'arbre de compétences. Pour chaque classe, vous avez un arbre relativement basique pour débloquer vos skills. Un niveau gagné équivaut à un point de talent acquis que vous dépensez pour obtenir ou améliorer des compétences. Mais vous constaterez qu'il y a d'autres onglets sur la droite de la fenêtre. Ce sont les spécialisations. Une fois le niveau 10 atteint, en plus de votre point de talent, chaque nouveau niveau vous octroiera un rubis à dépenser dans ces arbres. Gardez-les bien en tête et utilisez-les. Sinon vous allez galérer comme moi, vous verrez. Et tant qu'on est dans les compétences et les arbres, laissez-moi ouvrir rapidement celui des talents étincelles. Ouais. Bon, vous pouvez l'ignorer, c'est réservé au niveau 105, donc on ne le reverra jamais. En très gros, le niveau maximum sur Alods, c'est 110. Après, il y a des sortes de niveaux de prestige qui utilisent cet arbre. Voilà. On peut aussi citer les points de stats, mais si vous en avez, vous suivez les stats recommandés par une étoile, et ça ira. Ok. Mes petites quêtes de bébé me récompensent de nouvelles pièces d'armure. Il y a une preview des dites armures équipées avant qu'on ne les choisisse. Ça ne servira à rien vu qu'il y a que 2 ou 3 apparences jusqu'au niveau 35, mais ça a le mérite d'exister. La suite de mes quêtes m'informe que pour régénérer ma vie et mon mana à l'issue des combats, il me faut utiliser une compétence qui requiert des consommables. Consommables que je peux acheter une fois épuisé, bien entendu. Quoi qu'il en soit, mon séjour au spa touche à sa fin, et il est temps pour moi de rentrer à la capitale. Et de me faire assommer par une multitude de quêtes. Vous voyez? L'instant solo avec une histoire en couloir pour me laisser me concentrer sur la base du gameplay? Très bien. Mais l'arrivée dans une ville gigantesque dans laquelle je vais devoir rester des heures pour y compléter toutes les quêtes bas niveau? Très mauvais. Je crois bien que je l'ai déjà dit dans cette série, mais mon schéma de nouveau joueur préféré, c'est l'île ou zone isolée des débutants. Puis on m'envoie dans une grande ville qui pose les bases de l'histoire principale, avant de m'envoyer dans une zone proche qui va me faire évoluer de camp en camp. Là, cette ville est immense. Si vous vous emmêlez dans vos quêtes en cours, vous allez passer votre temps à faire des va-et-vient. Bref, j'aime pas du tout. Vous verrez plus tard que la faction opposée est préférable de ce point de vue. Autre point à noter lors de l'arrivée en ville, le jeu me signale que j'ai du courrier et j'ai intérêt à le lire sans quoi je vais être harcelée par cette petite enveloppe tout le long de mes sessions. Devinez quoi? C'est pour m'informer d'une quête disponible à partir du niveau 75. Parfait. C'est tout moi ça. Et ne vous inquiétez surtout pas des PNJ qui clignotent, c'est une option activée par défaut qui met en surbrillance tous les modèles avec lesquels on peut interagir. L'activer par défaut, ouais, ça peut être chiant, mais dans les faits, certaines quêtes vous demanderont de récupérer des ressources de buissons ou d'arbres précis. Donc, pensez à l'activer dans ces situations-ci, hein. Bonus, j'ai testé le jeu début janvier, donc il y avait toujours les décorations de Noël. Grandiose, n'est-ce pas? Mais pas le temps de m'émerveiller devant cet arbre splendide. En tant que nouvelle recrue, j'ai tout un tas de tâches urgentes à régler, telles que tuer des nuisibles, livrer des colis, résoudre des histoires d'invocations sataniques, bref, une vie de soldat bien remplie quoi. Le seul hic vis-à-vis de mon planning, c'est que pour la première fois depuis de nombreuses années sur un MMO, je dois me soucier de mon mana. Après 2-3 combats, il faut que je me repose pour pouvoir enchaîner d'autres combats sereinement. Et oui, vous vous souvenez peut-être de la compétence pour régénérer plus vite. Mais flemme de gérer des consommables, donc je me contente de claquer quelques sorts puis d'attaquer. Et notez la nuance, je vous prie. J'ai dit attaquer, non pas auto-attaquer. Tout simplement puisqu'il n'y a pas d'auto-attaque sur Alods. Oui, vous avez bien entendu. Si vous désirez attaquer, il faut à chaque fois cliquer sur votre cible. Adieu les économies. Ah et bien sûr, on a beau ne croiser quasiment personne en ligne, ça n'empêche pas d'être assailli de demandes de guildes à chaque fois que vous mettez le pied dans la capitale. Genre,
Là, c'est le point de TP de la capitale pour ma faction. Donc actuellement, vous avez sous les yeux le coin le plus peuplé du jeu à mon niveau, pour vous donner une idée de la population. En lançant le jeu, j'avoue que j'avais pas compris la carte. À droite, c'est mon journal de quête. On a les niveaux de chaque quête pour savoir si elles sont encore rentables, l'objectif de chacune et si on les a finies ou non. Sur la première quête, vous voyez une cible. C'est parce que je cible cette quête précisément. Ce qui m'affiche la cible à atteindre sur ma carte, ou la zone des ennemis à affronter par exemple. Alors, je vais vous le dire et ça va tout de suite vous paraître évident. Toutes mes quêtes non ciblées sont aussi affichées. Tous les losanges là, c'est pas des points d'intérêt fixes de la capitale, non. Un sac, c'est une quête qui nécessite de récupérer des objets, les épées, des monstres à oxyre, les drapeaux verts, des quêtes à rendre. Je vous jure que ça m'a pris un temps monstre à m'en rendre compte. Jusque-là, par conséquent, je me rendais jamais compte que ma quête en cours était collée à une autre quête. Donc, j'ai jamais optimisé mes trajets. D'où le fait que ces séries de quêtes dans la capitale m'aient paru encore plus interminables. Autre point qui m'a pas mal compliqué mes déplacements, il y a des points de téléportation éparpillés sur chaque carte. Ils sont représentés par un cercle dans le sol et gérés par des gardiens. Parfois, vous devez finir une quête pour les activer. D'autres fois, je sais pas en fait. Moi, dans le doute, j'allais parler au gardien et faire mine de me téléporter pour m'assurer que ce nouveau point est ajouté à ma liste. Mais aucun message système, petite animation ou sonnerie pour m'indiquer que c'était fait. Donc, peut-être que le seul fait de s'approcher les active. Mais je sais pas moi, ajouter une animation en mode des cercles qui tournoient, un petit éclair de lumière dessus ou quoi que ce soit qui m'indique que c'est ok sérieux. Ah, et bien sûr, que serait un free-to-play sans limite de quête rapidement atteinte? Vous pouvez mettre ça sur le dos du fait que j'ai mal optimisé mon parcours de quête en quête, mais je confirme qu'il est possible d'acheter plus de place dans la boutique. Sinon, c'est pas drôle. 2 heures après avoir lancé le jeu, j'étais niveau 10. À cette occasion, le jeu m'offre une monture. Désobéissante cependant. Ouais, c'est le genre de jeu old school où il faut nourrir vos montures. Au passage, vous constatez que le jeu me propose de me trouver un mentor. Mais j'étais bien trop concentrée sur le coffre au milieu de mon écran pour me soucier de ça. Coffre qui n'est autre que... une réduction pour la boutique. Ouais, le vrai truc cool que le jeu offre, c'est de l'équipement adapté à mon niveau. Genre là, vous voyez que le jeu me hurle que je suis sous stuff. Mais il a eu l'amabilité de m'offrir des coffres de recrues qui ont pour effet de remplacer toutes mes mauvaises pièces par de l'équipement niveau 10. Gentil jeu. On aura droit à cette aide tous les 5 niveaux. Ah et surtout, ne paniquez pas pour le tuto de mentor qu'on a raté. Le jeu vous en impose un dans tous les cas. Du coup, comment fonctionne ce fameux système? C'est on ne peut plus simple. En tant que nouveau joueur, on vous assigne un mentor qui est là pour répondre à vos interrogations. Et il y a même au moins une quête qui demande à ce que vous groupiez avec lui. Le problème étant que mon mentor, je le contacte par chuchotement. Chuchotement qui fonctionne exactement comme sur vous, mais avec l'onglet dédié en moins. J'ai tenté à 2 reprises de contacter 2 mentors différents. Je n'ai jamais eu de réponse. Le second plan, ce serait de hurler dans le chat de la capitale sa question. Pas vrai? J'ai tenté un samedi matin. 0 réponse. La seule fois où un autre joueur m'a parlé en vrai, c'était dans une langue inconnue. Après toutes ces tentatives, je me dis juste que sur serveur international, si vous rejoignez pas de guilde ou jouez pas avec des amis, c'est juste mort pour avoir le droit à un échange de quelques mots avec les vétérans. Peut-être qu'une fois le endgame atteint, les autres sont plus loquaces. Mais estimez que vous lancez un jeu solo quand vous rejoignez Alots pour la première fois. Sérieusement. Mais bon, j'ai vite oublié les mentors grâce au bruitage des menus. Parce qu'on aime se compliquer la vie, sur Alots, il y a plusieurs moyens de déplacement. La téléportation? Oui. Les navires qui se déplacent en temps réel? Ça, c'est cool. Et les runes du portail June. En gros, ça vous envoie vers une autre rune qui lui est liée. Bref, ça sert surtout à sauter d'île en île, puisque je vous rappelle que la Terre a été déchiquetée en plein de morceaux. On continue à quêter, on a le droit aux bonnes grosses quêtes de... Maintenant, ouvre l'onglet boutique pour utiliser un objet payant que je vais t'offrir pour te montrer comme c'est cool et t'inciter à rentrer ta CB. Je l'avoue, mes préférées celles-là. D'autant plus quand elles sont liées à un système d'emprunt. Oui. Dans Alods, vous pouvez contracter un prêt pour dépenser plus que vous ne possédez en boutique. Je répète, vous pouvez vous endetter dans la boutique d'Alods. Non mais, quel autre jeu ose faire un truc pareil? Ok. Un truc cool pour contrebalancer. Comme Alods nous vient d'une équipe russe, les textes en jeu sont pour la plupart en russe. Moi je trouve ça cool. Bon, ça fait que je comprends rien à la propagande de l'armée de ma faction, mais ça reste cool. Et mesdames et messieurs, attention à vous. Cette fois, j'ai pris le temps de me pencher sur un système de craft. Habituellement, il demande beaucoup trop de ressources, dont des payantes. En plus de me servir à rien vu que je roule sur tout. Mais avoir des tonnes de quêtes de métiers actifs sur ma carte, ça m'a vite gonflé. Je suis donc partie sur le métier d'alchimiste. Voici la fenêtre. En gros, je sélectionne une recette, ça m'affiche quelle petite image je dois aligner là, en haut vous voyez. Après quoi je lance la roulette et j'ai le droit à quelques mouvements pour tenter d'aligner comme je le veux. Si j'aligne des types qui ne correspondent à rien, perdu, j'ai bousillé mes ingrédients. Maintenant, vous avez le droit à quelques secondes de réflexion. Où est-ce que je dois aligner les types que je recherche? Il n'y a qu'une seule ligne exacte. Les autres ne sont pas pris en compte. Pour tous ceux qui ont répondu dans le produit bouillant, félicitations! Vous avez le même raisonnement que moi. Et du coup, vous allez foirer toutes vos compos sans comprendre pourquoi. En effet, la bonne ligne, c'est juste au-dessus du liquide bouillant. Ouais,
J'ai dû regarder un wiki. Pour craft en alchimie, il me faut des ingrédients que je récolte moi-même. Je suis un peu doublée d'une herboriste si vous voulez. Sauf qu'ici, faire des ressources modélisées, c'est trop demandé. On aura donc de magnifiques lucioles pour signaler un site de récolte. Et ça y est, nous sommes assez grands pour commencer à quêter dans les campements entourant la capitale. Ouais non, en vrai j'ai rage quitté plein de quêtes. Genre, je suis niveau 13 et j'en avais ma claque de déterrer des quêtes niveau 6. Et puis c'est grâce à ça que j'ai fait la rencontre des soldats buggés. Pour je ne sais quelle raison, ce modèle précis d'orc ne veut pas mourir. Vous allez le taper, ses points de vie vont tomber à 0, mais il va tout de même rester parmi nous encore quelques secondes. Moi qui, à ce stade du jeu, galérais encore avec la gestion de mon mana, je le détestais, vu qu'il me faisait jeter quelques sorts supplémentaires pour rien. Et bon, je sais pas si vous avez lu mes quêtes, mais on me demande ici de tuer 50 ennemis. Donc, j'ai rage quit ici aussi. Ah oui, pardon. J'ai rage quit peu après ma première mort. Là, c'est moi qui tape une araignée géante et qui me rend compte que j'ai clairement plus assez de mana pour l'achever. Et là, c'est mon cadavre. Mais on va dire que tout était prévu puisque ça tombe bien. Laissez-moi vous présenter le purgatoire. Ouais, c'est plutôt chou et l'ambiance est chill, mais vous avez remarqué la fenêtre en haut à droite? Oui, plus vous êtes au niveau, plus il vous faudra passer de temps bloqué ici après chaque mort. Ou vous pouvez payer, bien sûr. Selon mes sources, on peut monter jusqu'à 15 minutes d'attente, donc j'espère que vous êtes patient. Ok. Là, je commençais à bien être limitée par mon mana et c'est à ce moment que j'ai compris que je pouvais entièrement sauter des quêtes. Dans mon chat, vous pouvez constater que chaque combat ou quête rendue m'offre des marques du destin. Ces marques servent littéralement à finir des quêtes automatiquement. Toutes les quêtes ne sont pas éligibles, mais ça vous permet de sauter quantité de quêtes annexes. Bien sûr, vous n'en avez jamais assez pour sauter toutes celles proposées, mais la boutique vous couvre. Ah, et j'ai quantité de marques accumulées, mais elles sont inactives. Et comme me l'indique aimablement le jeu, vous pouvez utiliser un parchemin du destin de la boutique pour les activer. Ouais. On en est au niveau où le jeu me dit que je possède des ressources payantes, mais qu'il faut que je paye pour les débloquer. Haïssable. Ah bah, la voilà la quête qui m'a fait abandonner cette zone. Magnifique caillou sur lequel je dois balancer du sang, et si je retente de le faire tout de suite après, qui m'indique qu'il y a trop de quelque chose. Mystérieux. Allez, hop hop hop, on clique sur le bouton « Trouver une quête » et on va voir ailleurs. Bon, là il s'est planté, mais la seconde fois c'est la bonne. Ouais, voilà. En route pour le bateau. Comme dit plus tôt, les bateaux se déplacent de port en port en temps réel. Très bon point dans ma liste des choses qu'on aime. Le seul mini défaut, c'est que plutôt que de monter directement dessus, il faut se placer sur une plateforme et interagir avec pour être déplacé sur le pont. Mais bon, je chipote. Déjà que c'est la pointe de la technologie et qu'ils sont autopilotés. Ah et truc qui m'a un peu fait pouffer quand je l'ai découvert, les modes pour s'asseoir me fait sortir un tabouret du néant. Vu que j'étais lancée, j'ai tenté une danse et attention, le dogo. Danse avec moi. 20 sur 20, meilleur MMO. C'est au cours de ma 4e session que je me suis un peu remotivée. C'est là que j'ai compris que j'avais débloqué mes autres arbres de compétences. J'ai découvert ici qu'une amélioration me libérait du poids du mana. Vraiment, n'oubliez pas ces arbres. On gagne aussi le droit de faire un tour rapide dans le monde réservé à ma classe. C'est là d'ailleurs que vous pourrez acheter les différents sets d'armure si vous êtes parvenu à perdre ceux offerts. Parlons donjon un peu. À un moment, j'ai réalisé que j'avais débloqué du contenu de groupe, comme indiqué par cette pastille bleue dans mon journal de quête. Après, c'est du niveau 10 et je suis niveau 15. Donc ça se tente. Bienvenue dans notre premier donjon. Xaes. Ok, une nouvelle niveau 15 qui s'attaque à un niveau 10. Sachant que les groupes de base montent jusqu'à 6 joueurs, vous vous dites que c'est foutu. Sauf que je ne vous ai pas encore parlé des mercenaires. Voyez-vous, j'ai une magnifique compétence me permettant d'invoquer la capitaine des mercenaires. Grâce à elle, je peux ensuite invoquer jusqu'à 5 alliés pour m'accompagner dans les instances. Quand je vous dis de considérer Alots comme un jeu solo, pas une seule fois j'ai eu à me soucier de mes PV ou de l'aggro en donjon. Chaque mercenaire a un rôle dédié et il y a donc bien sûr un tank et un healer. C'est aussi bien plus tard au cours de cette session que j'ai réalisé que tout l'onglet boutique de mon inventaire était utilisable. Je sais pas trop pourquoi, mais j'étais persuadée que cet onglet faisait le lien avec la boutique en jeu pour me présenter des objets utiles à mon niveau. Alors que pas du tout. L'utilisation d'un objet m'ouvre un tutoriel sur le parrainage en jeu. On dirait qu'ils offrent à présent les objets du parrainage à tout nouveau joueur. Et bien entendu, dans cette mer d'objets payants, il y a des parchemins d'expérience et de marques du destin entre autres. À chaque palier de niveau, de nouveaux objets sont ajoutés à cet onglet. Moi qui n'avais rien utilisé jusqu'au niveau 15, j'ai claqué tous les parchemins et j'étais niveau 21. Une telle prise soudaine de stéroïdes a par ailleurs fait doubler Choco. Ça pousse si vite à cet âge. Oh, et je vous ai parlé des quêtes dites importantes. 2 secondes, je contrôle F mon script. Ouais non,
Souvent, sur la MMO bien fichue, vous avez un fil rouge sous la forme d'une quête principale. Faites un effort et rappelez-vous mon MMO parfait. Il du tuto? Amorce d'une intrigue centrée autour d'un objectif distinct. Arrivé à la capitale ou autre grande ville du genre, on vous dit que vous êtes un noob et qu'il va falloir faire vos preuves. Mais des bouts de l'intrigue de base continuent à apparaître de ci de là. Vous êtes envoyé de campement en campement, à chaque fois une quête principale et quelques quêtes annexes pour vous faire progresser en chemin. Ça, c'est ma structure préférée. Mais saviez-vous que parmi la pléthore de quêtes annexes proposées sur Allods, on a aussi des quêtes importantes? Et si, c'est celle avec un petit symbole de soleil. Vous voyez? Bon, faut reconnaître qu'à mon plus grand regret, c'est pas une intrigue parsemée de cinématiques et de moments clés. À mon niveau, ça a toujours été du « Oh mais les ruines, tu sais à quoi ça sert? Tiens, je vais te montrer !» Ou encore « Mais c'est qu'il a poussé notre petit soldat! Une nouvelle zone à explorer, qu'est-ce qu'il en dit ?» J'espère sincèrement qu'avec l'introduction de nouvelles extensions, on a étoffé la mise en scène et les intrigues. Pas intrigante quoi. Le fait est que moi, qui attendais beaucoup de l'histoire au vu de l'intro, j'ai eu aucune autre cinématique ou mise en scène à me mettre sous la dent tout du long des 17 heures de jeu qui ont suivi. Dégoûté. C'est là que j'ai croisé les avis d'ex-gros joueurs sur d'anciens forums et que j'ai réalisé que l'autre faction était bien plus appréciée. Comme en témoigne l'étoile en bas de mon écran qui m'a rappelé tout du long que ma faction était moins peuplée. Je prends donc une nouvelle fois Holda en otage et je me fais un elfe du côté de la ligue. Comme les métamorphes semblent avoir l'armure de base la plus stylée, on part sur eux. Surtout qu'au lieu de leur armure haut niveau, on a droit à des transformations. Oui, métamorphe, transformation, tout ça hein. Comme pour l'Empire, on a le droit à une intro scénarisée dédiée. Mon elfette hérite de la même tenue d'écolière et je décide de me faire un plan de danse pour mon montage. C'est plus que c'était les elfes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas encore parlé de la puissance allouée au rebondissement de la poitrine. Bon retour à tous ceux qui avaient cette vidéo en lecture dans un autre onglet. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter pour plus de vidéos de MMO où la physique est plus étudiée au-dessus du cœur. Du coup, côté ligue, on débute dans un culte où le sage du coin nous fait de longs discours sur la justice, la vérité, tout ça, quand soudainement, attaque. Le chef du culte y laisse des plumes, tous mes amis co-collègues de secte y passent un par un sous les éboulis et moi je m'empresse de rejoindre le hommage pour sauver mes fesses. La haute mage. C'est moi ou de ce côté il manque pas mal de tissu? Si c'est un concours, hein. Bref, Waifu et moi, on parvient à évacuer tout le monde et nous voici à l'équivalent du spa. Ouais, dans les faits, on est plus en mode population égarée, mais c'est pareil, je vous assure. C'est à partir de là qu'on a pu se voir avec Holda, mais pas le droit de grouper. Les quêtes d'intro avant. Le fait est qu'on a remplacé mon skin d'écolière par une longue robe en tissu. Mes années de heal tissu qui continuent de me hanter. Et que claquer tous les parchemins d'XP m'expédie niveau 10. Ah, et vous vous souvenez de Métamorphe? Transformation? Oui. Non mais, outre le démon succube au string en acier qui se spé DPS, j'ai 2 autres transformations. Et je ne rigole pas du tout en affirmant du haut de mes 2 classes testées que celle-ci est la meilleure pour les débutants. Pas parce que vous avez Succubshan en skin, non. Enfin, si pour certains d'entre vous, mais non. La seconde transformation, c'est un tank. Et surtout, la troisième, c'est un démon qui se balade à 4 pattes. En quoi est-ce que cette forme Sicari, le démon, court plus vite que les montures de débutants, n'a pas de temps d'invocation et peut se balader à l'intérieur sous cette forme. Inutile de vous préciser que ça va vous faire gagner un temps précieux. Telle la speedrunneuse qui sommeille en moi, j'expédie l'île des bébés et nous voici partis pour la capitale de la Ligue. Note spéciale pour ces voiles de bateau qui me font fortement penser à la planète au trésor. Ah, et si jamais vous l'avez jamais vu, vous avez hâte de le faire, ne serait-ce que pour le plan de la lune. Exécution. Ça y est. Avec Holda en groupe, et pour prouver que c'est pas clair, je vous confirme qu'Holda, que j'avais pas averti pour l'onglet boutique, n'avait pas réalisé qu'il avait accès à tout un tas de bonus cheatés. Maintenant, 2 points marrants. Les chevaux des débutants côté ligue, vu que c'est des gentils, c'est les chevaux basiques de films de princesse en mode blond avec des tresses là. Pourquoi eux ils ont droit à un vrai sapin? Bon, les elfes, c'est tout de même un délire à part. Dans la zone d'intro déjà, la haute mage au décolleté ouvert me disait que le fripouille. Toutes ces histoires pour des idéaux de noblesse et d'honneur. La beauté. Voilà une bonne raison de se battre. Oui. Mais non. Et maintenant, en ville, j'ai ordre d'aider pour un concours de beauté. Ouais, voilà. Vous êtes toutes très mignonnes. Allez. Argument qui ressortait à chaque fois quant à pourquoi la Ligue est une meilleure faction de départ? La taille de sa carte. La zone est bien plus compacte, ce qui évite de passer ses premières heures à effectuer des va-et-vient, ou tout du moins, elle donne moins l'impression d'en faire. On va donc explorer les bois alentours, comme par exemple ce magnifique sauna où il nous faudra fouetter les soldats au repos. C'est la quête qui me l'ordonne, hein. Bon, le vrai gros problème qu'on a eu, c'est qu'encore une fois, on nous fait débuter par la capitale. N'ayant pas fait des personnages de la même race et classe, on n'avait pas toujours les mêmes quêtes avec Holda. On s'est donc séparés pour clean la map et j'ai rapidement repéré un donjon. Je lui dis donc de quêter jusqu'au donjon, qu'on le fasse au moins ensemble et qu'ensuite on se regroupe pour débuter les zones annexes qui, je l'espérais, nous éparpilleraient moins. Donc ouais, je quête, j'ai plus grand chose à faire de mon niveau, et là,
qu'est-ce que je constate? Kolda, ce traître, est parti quêter dans la zone du Nord. Non mais, on te dégueule tellement de quêtes en dessous de ton niveau à la seconde que ce traître avait changé de zone sans s'en rendre compte et avait déjà parcouru la moitié de la carte. J'ai réagi comme tout adulte censé l'aurait fait. J'ai boudé. Je ferai le donjon seul d'abord. Ok, encore une fois, oubliez le multi, c'est un jeu solo, c'est tout. Je relance le jeu un dimanche soir et je retourne côté Empire voir un peu la population en ligne. Y a du mieux. Pourquoi relancer alors que je notais plus grand chose au cours de chaque session? Parce qu'entre-temps, j'avais découvert que les navires Astro se débloquaient niveau 35. D'ailleurs, je suis allée prendre plus de quêtes au Dr Strange dans sa tour là, et le petit cachotier me balance comme ça qu'il y a une recherche de groupe. Il me donne une quête pour explorer le néant temporel à l'aide de cette recherche. Bon, sur le coup, j'avais pas les aspects nécessaires, que je vous explique. Ma classe peut attaquer, mais se débrouille aussi pas mal en soins. Dans mes petits arbres de compétences, je peux déverrouiller et monter des aspects. En gros, j'en ai 3. Un pour chaque rôle, tank, DPS et heal. Ce sont des compétences qui me boostent dans chaque rôle. Et ça veut dire que selon le besoin, et si j'ai un minimum de points investis dedans, je peux tag en tank, en DPS ou en heal. Super cool. Je pars dans la zone correspondant à mon niveau dans le but d'atteindre rapidement le niveau 35, et là... je découvre la zone que j'aurais absolument détestée si j'avais pas joué Day One au jeu. Azitef est une zone de DPS sauvage. C'est le genre de zone où chaque faction contrôle un côté et les joueurs se battent pour prendre du terrain, vous savez. Heureusement, pour une fois, le jeu est désert. J'ai donc jamais croisé de joueur de la ligue qui s'est dit que ce serait cool de me one-shot. Je retrouve plus la page, mais j'avais lu la review d'un joueur se plaignant de la zone. Parce que si c'est bien de celle-ci qu'il parle, au centre se trouve un raid de niveau 40. Or, c'est une zone de PEX destinée au niveau 23 à 27. Ce qui veut dire qu'en tant que nouveau joueur, vous alliez y passer du temps pour nettoyer toutes les quêtes. Sauf que c'est une zone de combat faction par faction, où des niveaux 40 se rendent pour rejoindre le raid. Donc, ce qui devait arriver. Les joueurs bas niveau passaient leur temps dans le purgatoire. Si vous doublez ça du fait qu'à l'époque, mourir vous infligeait un debuff, ça devait être l'enfer sur Terre. Mais bref, quelques heures de jeu plus tard, je suis niveau 30 et j'ai un aspect DPS assez haut pour tenter une recherche de groupe. Je me prévois donc du temps puisque j'ai aucune idée du temps nécessaire pour trouver un groupe, s'il y aura assez de joueurs pour ça. Je parcours donc les menus en me demandant si le néant temporel est justement là pour mixer les joueurs de différents niveaux, et si le niveau de chacun s'adapte en conséquence et... oh là, c'est bien rapide. Un sas d'attente peut-être? Oh, la recherche de groupe lance une instance solo. Ouais donc... c'est un copier-coller d'objectifs random pour looter des armures à son niveau. Ok. Bon, oubliez ces déconvenus. J'ai farmé pour atteindre le fameux niveau 35. Déjà, sachez qu'aucune quête recommandée n'a spawn dans mon journal. J'ai dû chercher en ligne pour découvrir que c'était ce PNJ qui lance la quête. Pour débuter la construction de mon navire, il faut me rendre sur une carte dédiée qui me servira de port. Ok. Qui lance la construction au juste? Comment je chope les matériaux moi? Attendez, faut que je rouvre le guide. Ah... on va trouver des extraits de gameplay en ligne, j'imagine. Bon, je pense que vous aurez compris qu'Alods est affreusement pay to win. Petit tour dans le shop pour valider tout ça. Déjà, dans la boutique, on utilise des cristaux. 5 € pour 500, 10 pour 1000 ou encore 100 € pour 10 000. Point bonus, ce sont des sommes rondes, et non pas des nombres aléatoires. Première page, on a des éclats de cristaux pour combiner des runes. Notre fameux parchemin d'expérience, des boosts d'habileté pour rouler sur vos ennemis en PVP, idem pour la vitalité, de quoi nourrir vos montures, classique des free-to-play mais que je m'attendais pas à trouver ici, de quoi ramasser automatiquement le loot, plus d'emplacements pour vos quêtes, plein de boosts d'XP et de marques du dessin, les runes tant redoutées par les anciens joueurs, genre elle là, elle coûte 180 €. De quoi avoir accès à certaines interactions en champ de bataille? Des montures qui disparaissent au bout d'un mois? Et mon dieu, il y en a des onglets et des onglets! Ok, vous savez quoi? Les anciens joueurs qui passent par là, dites juste en commentaire si vous trouviez la boutique abusive, et si oui, quel était le pire achat à faire selon vous. On se basera là-dessus, ce serait bien plus simple. Au final, Escalades Online est fondamentalement un mauvais jeu. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Ce qu'il faut qu'on rappelle clairement, c'est qu'il y a deux types populaires de modèles économiques pour les jeux en ligne. Les MMO abonnements, qui représentent une dépense fixe et maîtrisée, et les MMO free-to-play avec des boutiques. On vous attire via l'aspect gratuit du jeu, vous promettant que la boutique demeure optionnelle. Ce qui est fourbe avec ce deuxième cas, c'est que bien souvent, le joueur se doit d'y investir bien plus que l'abonnement mensuel habituel d'une quinzaine d'euros. Les premières heures de jeu app, puis on se rend compte que, bon,
Après toutes ces heures de jeu, il mérite tout de même bien votre reconnaissance via l'achat d'un skin ce jeu. Puis vous arrivez en fin de jeu, vous êtes haut niveau, mais vous ne tenez pas longtemps face aux joueurs qui investissent des salaires entiers dans la boutique. De fil en aiguille, vous pouvez vous retrouver à investir bien plus que les 15 € d'un autre jeu. Je sais que certains vont sûrement contester, en expliquant qu'en passant assez d'heures en ligne, tout peut s'obtenir via la monnaie de jeu. Sauf que bien souvent, ceux qui revendiquent ça ne se rendent pas réellement compte de l'équivalence. Si vous devez investir les heures de farm similaires à un mi-temps dans votre jeu pour garder le rythme, alors ça devient tout sauf rentable. Clairement, c'est là la plus grosse erreur d'Alods. Insister de trop sur le besoin de la boutique alors que le jeu faisait toute sa publicité autour de sa gratuité. Ils auraient pu réussir à regagner en popularité après le fiasco des encens, mais comme c'est souvent le cas, une grosse erreur en a entraîné d'autres. Le serveur payant s'est fait désirer et aujourd'hui, si on écoute des joueurs toujours actifs, le serveur à abonnement doit avoir 50 joueurs max. Malheureusement, l'éditeur n'a jamais rien fait pour améliorer cela. Alods est devenu un jeu gardé en vie par quelques joueurs passionnés. C'est extrêmement dur de le rejoindre seul aujourd'hui et d'y passer du bon temps puisque toutes les cartes destinées aux débutants sont désertées. Si la communauté est bienveillante, ça peut créer une bonne ambiance de bande d'amis, mais dur de s'y immiscer. Mon ressenti vis-à-vis du système de mentor. J'étais là quand le système a été implémenté. Ça avait pas été spécialement mal accueilli, mais ça faisait rire les joueurs. Dans le sens où tout le monde se connaissait déjà. Ça pouvait être une passerelle pour les nouveaux, pour rejoindre une guilde parfois ou même pour apprendre une classe. Donc, a priori, il y a encore de belles rencontres à faire sur les 2 serveurs restants. Mais dur de recommander un jeu qui s'efface derrière sa boutique et qui ne garde presque plus rien de son aspect multi.